Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons la comédienne Isabelle Carré, mais on est toujours avec Yannick Aleno et on va revenir sur quelques moments importants de votre vie. On va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. Bistrot préféré de Renaud, parce que alors vous êtes né, je le disais tout à l'heure, en 68 dans une famille de bistrotiers à Puteaux, près de Paris. Donc l'image du comptoir que vous continuez à développer d'ailleurs dans vos restaurants aujourd'hui, c'est toute votre enfance, j'imagine. Oui, j'ai l'habitude de dire que je suis né derrière un comptoir. J'ai effectivement passé toute mon enfance avec mes parents. D'où la culture du travail, je crois, parce que c'est aussi un métier où on se lève tôt et on finit tard. Ouais. Voilà, donc le contact au client a toujours été quelque chose de facile pour moi. Amusant d'ailleurs de vous voir un moment dans le documentaire qui vous est consacré, essayer de mettre un peu de cette ambiance bistrot dans un restaurant étoilé. Vous trouvez que c'est un peu trop compassé parfois l'ambiance de ces restos ? Oui, je crois qu'il faut... les gens viennent chercher aussi dans ce genre d'endroit un peu de détente. Et ils n'ont pas forcément besoin, il faut être à sa place évidemment, mais il faut être juste en fait, et la justesse c'est aussi avoir un œil, regarder s'il manque un bout de pain, s'il faut mettre un peu plus de vin, et connaître ses clients et adapter la cuisine par rapport à ses clients. Donc c'est hyper important d'avoir, et ce comptoir. Donc mon père m'a dit, écoute, faut que tu le surélèves. Donc le restaurant Pavillon, il a le comptoir, la cuisine est surélevée de 20 cm. Il m'a toujours dit, il faut que tu domines la situation pour que tu vois un peu tout ce qui se passe dans ton espace. D'accord. Allez, extrait suivant. Au bar du Lutetia, il a ses habitudes. Le bar du Lutetia, le Lutetia à Paris en 1986, c'est là que vous allez devenir apprenti pâtissier. C'est là que tout a commencé pour vous, parce qu'avant, vous le disiez tout à l'heure, vous n'aviez pas fait de brillantes études, vous aviez juste un BEP cuisine, c'est ça ? Ouais, alors ça a commencé avant, parce que ça a commencé au Relais Louis XIII avec Manuel Martinez, un restaurant qui a 2 étoiles encore au guide Michelin. Ouais. Et c'est là où j'ai fait mes premiers, je dirais... Aux classes, mes premières approches de cuisine. Donc moi, ça me plaisait bien, parce que en fait, l'enfance me convenait pas vraiment. Et d'avoir basculé très rapidement dans le monde d'adulte me convenait d'autant plus. Donc, vous aviez quel âge quand vous avez commencé à travailler ? Ah oui, à 15 ans. À 15 ans. Et je me sentais bien là, donc j'étais pas... La phase d'adolescence, si vous voulez, moi, il est plus assez... Elle se retrouvait écourtée, mieux c'était. Ouais. Pour ça, j'ai travaillé très vite. Vous vous sentez autant pâtissier que cuisinier ? Non, alors la pâtisserie, parce qu'un chef me dit il fallait savoir la faire pour pouvoir demain commander. Et à l'époque, alors maintenant ça a changé parce que les pâtissiers sont des stars, c'était toujours le 2e salaire d'une maison. Donc il m'avait dit fais de la cuisine, tu gagneras d'autant plus d'argent. Allez, extrait suivant. Julien, ça va vous dire quelque chose, ce générique de Palace. Palace, Jean-Michel Ribes, exactement, voilà. Fin des années 80. Et parce que là où vous allez vraiment vous faire un nom, Yannick Aleno, c'est à la tête des cuisines du Meurice, un palace parisien. Vous allez passer 10 ans et obtenir vos 3 étoiles. Et puis, vous décidez de quitter le Meurice. Un jour, vous en aviez marre ? Vous étiez arrivé au bout d'une histoire ? En fait, j'étais arrivé au bout d'une histoire de cuisine. J'avais le sentiment à l'époque de donner une cuisine. J'avais l'impression de mentir aux clients tellement j'étais pas à l'aise avec ce que je sortais du bel ouvrage, c'est pas le problème, mais j'avais envie de montrer autre chose, et j'ai été obligé de faire un pas de côté, donc quitter le Meurice pour m'isoler en fait à Courchevel, à Cheval-Blanc. J'avais la chance d'avoir une maison d'accueil comme ça en dehors, parce que Paris est une machine à laver, c'est impressionnant en termes de travail, de flux, de demandes, médias et autres. Donc on est toujours le temps de réfléchir dans cette espèce de lessiveuse. Donc j'avais vraiment besoin de respirer à cette époque-là. Allez, un dernier extrait, cette fois-ci, c'est extrait de votre documentaire. Un jour, je discute avec Antoine, mon fils. Je dis, t'as pas envie de te marrer à faire un burger, quoi? Il me dit, ouais, cool. Je suis chaud. Comme il parle les mots, je suis chaud. Donc, on a travaillé des semaines sur le pain, on a travaillé des semaines sur la viande, sur la maturité de la viande, la pression de la viande, le nombre de gras qu'on met dedans, comme un 3 étoiles. Et donc, on a monté un truc qui s'appelle Burger Père et Fils. Voilà, vous racontez dans le doc comment vous avez monté un resto de burger avec votre fils cadet Antoine, qu'on voit dans ce documentaire. Vous dites que ça a sauvé le groupe, d'ailleurs, à un moment. Que ça a vraiment été une aventure positive pour tout votre groupe Aleno.
Ouais, le burger. En fait, le restaurant allait plonger parce que c'est un lieu compliqué, Beau Passage, et il avait envie de revenir dans le groupe. Et vous revenez aussi évidemment sur son accident en mai 2022, votre fils Antoine qui a été mortellement percuté en sortant du travail par un chauffeur récidiviste. Et vous avez créé une association qui porte son nom, le nom de votre fils, qui vise à aider les familles qui vivent un drame comme le vôtre. Et vous avez aussi milité pour la création d'une nouvelle infraction d'homicide routier, plutôt qu'homicide involontaire, notamment quand le conducteur a consommé de l'alcool ou des stupéfiants. Cette loi, elle a été votée à l'Assemblée nationale, là, il y a quelques semaines, en début d'année. Elle doit passer au Sénat. Elle est passée. Ça y est, elle est passée. Elle est passée. Et donc ça y est, cette loi... il y a le retour, les allers-retours avec l'Assemblée, mais ça va être acté, je pense, et ce qui permettra, je crois, de ne plus entendre parler d'accident quand on est dans ce genre de situation, parce que c'est pas un accident. En fait, quand quelqu'un vole une voiture, je parle de notre cas particulier, une voiture puissante, et en général, ces voitures-là, c'est pas fait pour planter des fleurs, avec violence, évidemment, le gars a été alcoolisé. Il devait être en tôle le jour où il a tué Antoine. C'était un récidiviste. Ouais. D'entendre c'est un accident, c'est difficile. C'est difficile. C'est un meurtre. Pour moi, c'est un meurtre. Donc, il a été assassiné. Assassiné, alors certes, il voulait pas le tuer, mais enfin, en tout cas, c'est pour ça que l'homicide routier, dans une valeur d'infraction autonome, est importante pour tous ceux qui subissent la même chose. Et d'ailleurs, on essaye de faire une œuvre d'art avec J.R., le photographe. Donc je profite aujourd'hui de votre canal pour essayer de demander à ceux qui restent, en fait, parce qu'on ne parle pas de ceux qui restent, et on parlera de l'association si vous voulez bien après, de nous appeler et de faire une photo d'eux, parce que j'ai envie de couvrir le pont de l'Alma pour montrer en fait les dégâts que ça engendre de perdre un enfant dans une famille, parce que on parle évidemment du disparu, mais derrière ça, il y a plein de gamins qui restent. Et moi, c'est ce que je me suis aperçu quand Antoine est parti. J'ai regardé ça, j'ai dit mais c'est pas possible. En fait, on en est là en France aujourd'hui, dans les pays des droits de l'homme, on est encore à enterrer des enfants avec une caisse litchi. Comment c'est possible qu'on cherche 2500 € pour enterrer une gamine parce que l'instruction n'est pas finie, sinon on l'enterre dans du sable? C'est ça, c'est ça. Et donc j'ai voulu parler de ça. J'ai voulu parler de. Et c'est pour ça que vous avez créé cette association, pour aider les familles. Donc on a une psychologue, des psychologues qui travaillent auprès de l'association. On a une assistante sociale qui répond tout de suite, parce que l'important, c'est de répondre immédiatement aux questions, parce qu'on est évidemment non préparé à ce genre de choses, je le souhaite à personne, mais derrière ça, c'est un flot de démarches administratives très douloureuses, aller à la morgue, voir son gamin, préparer l'enterrement, recevoir des gens, et toutes les démarches administratives. Il y a des gens qui n'ont plus la CAF parce qu'ils n'ont plus 2 enfants, vous voyez ce que je veux dire, et donc tout s'effondre. Et là, par exemple, je vous donne un exemple, mais on est en train d'aider une enfant. Sa sœur est partie, elle avait 23 ans. Elle a commencé à décrocher, quoi. Scolairement, psychologiquement. Elle s'est mise à manger n'importe comment. Elle est devenue, elle a pris 25. On peut pas laisser ces mômes comme ça. Et c'est ce que j'essaye d'exprimer à travers l'association. Alors, la loi, j'espère, quand on entendrait parler de la drogue, aujourd'hui, il faut voir les dégâts que ça peut faire de prendre de la drogue avant de prendre une voiture, quoi. Les gens sont plus conscients de ce qu'ils font, donc et c'est 669 gamins l'année dernière qui sont partis de violences routières. 669. 27 000 refus d'obtempérer par an. Donc là, on se parle, dans 20 minutes, il y aura un refus d'obtempérer qui généralement crée des dégâts, qui crée oui, vous savez, c'est un peu comme le féminicide. Il va falloir qu'on change de vocabulaire parce que c'est important de dire les choses. C'est vrai. Et maintenant, on parlera donc d'homicide routier. Merci Yannick Aleno d'être venu au micro d'Europe 1 ce matin. On rappelle La Traversée à voir prochainement sur M6 et votre livre aussi Prunier par Aleno. Merci d'être venu au micro d'Europe 1 ce matin.